la 21e édition de Sans Détour, nous avons comme invité M. El Hadji Hamidou Kassé, ministre chargé de la communication de la présidence de la République. Et pour l'interroger, nous avons M. Gottlob, éditorialiste, Papsen, journaliste. Évidemment, les questions qu'on va poser porteront essentiellement sur l'actualité dans un premier temps, et dans un second temps, nous allons voir un peu ce que ce gouvernement qui a été mis en place fera en perspective de 2018-2019. Je rappelle que juste après cette émission, vous allez rencontrer M. Mokhtar Ba sur la question littorale, sur des aspects qui concernent spécifiquement la communication. Donc, pour cette 21e édition, la première question, évidemment, M. Kassé, c'est, vous venez justement de participer à la levée du corps de M. Djiboka, ancien ministre, ancien député, grand commis de l'État. Qu'est-ce que vous en avez retenu vous-même? Oui, je vous remercie d'abord pour cette invitation. Je suis très heureux de vous retrouver avec des amis. Je pense que je connais à peu près tout le monde ici. Je dois avouer que j'ai été très étonné par la disparition du Djiboka. Pour deux raisons. J'ai beaucoup réfléchi avant-hier quand on a annoncé son départ. Je me suis rappelé que j'ai toujours pensé que la mort, c'était la mort est une conclusion fatale de la vie. C'est un point de notre destin qui est tout à fait important. Et ce qui importe le plus, c'est de vivre debout, de vivre dignement, de vivre porteur de ses conceptions, de sa condition, de ses idées, de vivre en somme l'immortalité. Au cas, vous êtes d'accord, vous ne pouvez pas être d'accord. Moi, j'ai une tradition d'extrême gauche qui a porté l'idéal marxiste et communiste. Pour autant, j'ai vu quelqu'un de très constant, quelqu'un qui a confondu sa vie avec le service public, avec la République, avec l'État, et qui a vécu de façon constante cette quasi-fusion avec cette sphère de tout le monde. C'est comme ça que j'ai défini un peu la République, qui n'a jamais été dans le secteur privé, n'a jamais été dans ce qu'on appelle la société civile, n'a toujours été dans l'État. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais du point de vue de la rigueur, de la constance dans l'idéal et dans la démarche, au cas irréprochable. Et ce n'est pas aussi, d'après toutes les infos que j'ai, celui qui était attaché au bien, parce que c'est devenu tout à fait très difficile de résister à l'hégémonie de l'argent. C'est difficile de résister à l'hégémonie du bien. Et moi, en tant que philosophe, j'admire toujours ce qui privilégie le service du bien et non le service du bien. Évidemment, Djiboka, on retient de lui un grand homme d'État, un grand commis de l'État, qui a quasiment servi tous les régimes, tous les chefs d'État dans l'histoire du Sénégal jusqu'à aujourd'hui. On a envie de vous demander ce qui reste des rapports, enfin ce qui restait des rapports que la présidence actuelle entretenait avec le ministre Djibo Letika. Bon, il y a environ 2 ans, le président de la République avait fait appel à Djibo Letika pour lui confier la Commission nationale de dialogue des territoires. Le président Macky Sall, le développement doit être articulé d'abord à l'échelle du territoire, parce que c'est là qu'on peut identifier de façon plus précise les besoins des populations et des territoires remontés à l'État central pour justement avoir une représentation globale qui exprime véritablement les besoins, les attentes et les aspirations des populations. Et pour cela, il faut qu'on tienne compte également des spécificités des différents territoires. Il est évident que la région naturelle du Fouta, du point de vue de l'histoire, du point de vue des cultures, du point de vue de potentialité économique, diffère un peu de la région de Cameroun, etc. On ne va pas insister sur ces spécificités, mais le président trouve qu'il était important que les différents territoires entrent en dialogue, en conversation, pour justement, tout
en tenant pleinement compte des spécificités, formuler ce qui nous est commun, ce qui traverse les différences, pour justement que l'État central puisse également exprimer ses prérogatives. Mais cette fonction ne pouvait pas être assumée par le Haut Conseil des collectivités locales? C'est différent. Le Haut Conseil des collectivités locales regroupe les élus. Là, c'est une commission nationale consultative qui est chargée de formuler des conseils, mais qui fait également de la facilitation et de la médiation. Donc c'est un peu différent. C'est beaucoup plus technique. La HCCT, c'est plus politique, parce que là, c'est la voix des territoires. J'ai envie de vous demander, est-ce que le président de la République a déjà trouvé ou a une idée de celui qui va remplacer C'est trop tôt pour en parler, effectivement. Pour le moment, le président a tenu des propos extrêmement forts pour rendre hommage à Iboka. Il a salué son parcours politique exceptionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier que la première grande crise post-62 au sein du bloc socialiste sénégalais, c'est en 82, entre 96 et 98, lorsque Iboka et ses camarades ont fondé l'URD, l'Union pour le Renouveau démocratique. Ça a été un schisme, ça a été une sorte de choc qui a justement fait entrevoir pour la première fois depuis l'ouverture démocratique intégrale la possibilité d'une alternance politique au Sénégal. Thibault a fissuré le bloc socialiste, il a cassé l'hégémonie et la toute-puissance du socialisme, en fait, du Parti socialiste sénégalais, ancien UPS, n'est-ce pas, pour justement frayer le chemin vers la possibilité d'une alternance politique en 2000. On peut dire donc qu'il y a une dimension historique dans le geste fondateur de l'URD avec le leadership. Même si l'avenir n'a pas comblé ses attentes, forcément. Vous savez à l'échelle d'une vie, il faut être beaucoup modeste, il faut être humble et modeste. Pourquoi? Parce que l'histoire est en dernière analyse de Tadji, ce qui permet de séparer. En fait, c'est vraiment le Tadji de toutes les approximations. On doit être extrêmement prudent dans le jugement qu'on porte sur les organisations. Vous savez, moi, ma formation politique repose sur ce qu'on peut appeler l'antagonisme. Nous, je dirais paléo-marxistes, archéo-marxistes, nous partions du fait que la politique repose fondamentalement sur l'antagonisme, la lutte des classes. Nous avons vu un peu ce que ça a donné à travers l'histoire. Parce que l'antagonisme mène forcément à l'extermination de ce qui, pour vous, ne correspond pas à ce qu'on peut appeler le monde. Et au nom de la morale, au nom de l'éthique, au nom de l'idéal héroïque, de l'idéal révolutionnaire, on a massacré des millions et des millions de personnes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, la politique, c'est moins l'antagonisme que la quête du consensus dont la contradiction ou l'opposition n'est qu'une étape, et pas l'étape la plus importante à mon avis. Pourquoi? Parce que je ne perçois plus mon adversaire comme un ennemi. Je ne le perçois plus comme l'autre, irréductible dans son identité. Je le conçois comme un sujet avec qui je peux parfaitement converser pour trouver des plages de consensus ou de convergence. Je m'explique. Vous savez, un monde est fait de diversité. C'est un monde de monde. Vous avez votre monde, j'ai mon monde, l'autre a son monde, et ainsi de suite. Mais nous cohabitons tous dans un monde. Il y a une double approche possible. Ou bien nous nous disons que ce qui fonde notre voisinage, c'est la conflictualité. Donc c'est d'essence spécialement conflictuelle, un peu, si je parle en philosophe, ce que Hegel appelait la contradiction ou l'opposition. Hegel disait dans Science de la logique qu'il faut
pousser la diversité du divers jusqu'à son extrémité. Parce que c'est à la pointe de la contradiction que les diversités deviennent mobiles et vivantes les unes par rapport aux autres et acquièrent cette pulsation négative qui est la source de la vie et de l'autonomie. En tout cas, ramener à la pratique. Je ne suis plus dans cette galerie. La deuxième partie, après la conflictualité, c'est quoi? Voilà, là où il y a la conflictualité, ou alors nous nous disons que nous sommes des mondes différents dans un même monde, que nous pouvons coexister, nous pouvons habiter, nous pouvons établir le principe de la conversation qui nous permet de rechercher justement. Est-ce que c'est cette obsession antagonique qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'opposent à la nomination de Aliou Sall à ce poste stratégique qui est directeur général de la Caisse de dépôt et consignation? Là, on descend des principes à la réalité. Oui. Vous savez, nous sommes, et moi je le comprends, Est-ce que vous le consommez comme une sorte d'antagonisme, mais cette fois-ci violent? Bon, vous savez, moi de toutes les façons, j'ai quitté le champ des antagonismes violents. Bon, on ne me retrouvera plus, parce que je sais ce que c'est, je sais ce que ça coûte humainement, je sais également ce que ça coûte intellectuellement. Parce que dès lors que tu es dans l'antagonisme, au plan intellectuel, tu as des œillères qui ne te permettent pas de savoir que la différence est juste une étape dans une quête de consensus. Premièrement. Deuxièmement, sur la question de Aliou Sall, je ne vais pas me dérober. J'espère. Je ne vais pas me dérober parce que il y a beaucoup qui ont crié sur tous les toits que oui, nous étions là quand le président Wade nommait son fils. Nous n'avons jamais combattu Karim Wade parce qu'il a été ministre. Jamais. Personne ne peut sortir des archives sonores écrites qui nous confondent ou alors qui nous prennent à défaut de combattre Karim Wade parce qu'il a été nommé ministre. Nous avons combattu un projet. Nous avons dit précisément, pas de dévolution monarchique du pouvoir. Nous nous sommes dressés en foule massive, décidés, déterminés devant l'Assemblée. Sauf qu'en le disant, vous contournez le problème, El Hadj Hamidou Kaffé. Je vais revenir sur le problème. Sauf que nous avons précisément demandé que la loi qui était basée sur le cadre bloquant, qui permettait de d'élire quelqu'un dès le premier tour avec 25%, avec ce fonds de ticket présidentiel, nous avons demandé le retrait. Cela va de soi que ce problème ne s'est pas posé avec Aliou Sall. Et d'ailleurs, personne ne lui renie, ne lui enlève la compétence intellectuelle qu'il a, toute sa formation. L'illustre confrère a un parcours brillant que tout le monde connaît. Le problème, la controverse, M. Kaffé, vient justement de ce que Macky Sall a bâti une bonne partie de sa campagne électorale et de toute sa préparation pour la conquête du pouvoir sur l'inverse de ce type de pratique, justement. Et les promesses qu'il a faites à cet effet. Et surtout qu'on peut à Macky Sall, ses propos, je ne nommerai jamais par décret Aliou Sall. Elle a dit à Aliou Sall, je ne vais pas te nommer par décret. C'était au début des années, enfin, depuis 2012, lorsque la deuxième alternance politique a été réalisée. C'est ça. Pourquoi? Il a dit, je ne vais pas te nommer, avec un décret, parce que simplement, le Sénégal a vécu un traumatisme. Entre 2009 et 2012, il y avait une sorte de déprime dans ce pays, les gens ne comprenaient pas. Il y avait une sorte de schizophrénie, les gens étaient perdus. Ils se disaient, mais où allons-nous? Parce que simplement, le chef de l'État, en qui nous avons déposé notre confiance, est en train de vouloir frayer en toute illégalité et de façon anticonstitutionnelle le chemin du pouvoir pour son fils. Ça a traumatisé. C'est parce que mais qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce qui a changé? C'est parce que c'est pas ça s'appuie sur des leviers impersonnels pour régler un problème tout à fait personnel. C'était inacceptable. Pour un démocrate, un républicain, c'était tout à fait inacceptable. Mais s'il n'y avait pas eu Mansour Faye, Abdourahmane Seck. Et je termine. Donc nous l'avons combattu. Mais nous n'avons jamais dénié à Wade de confier le groupe parlementaire du
Parti démocratique sénégalais. Mais sur la question de la nomination du décret, qu'est-ce qui a changé Et ce qui a changé, c'est ceci. Je vais vous expliquer. Quand le président a dit ça à Aliou Sall, il a dit cherche du boulot. Aliou Sall a trouvé un boulot dans le privé. 3 Sénégalais. Je peux donner des indices, mais je ne dirai pas l'autre. 3 Sénégalais, roulés dans les brancards, pour dire oui, le pétrole du Sénégal, Macky Sall l'a mis entre les mains de son frère. Le pétrole et le gaz du Sénégal, Macky Sall l'a mis, non, il les a mis entre les mains de son frère. Ça a créé un tollé extraordinaire. Et c'était 3 Sénégalais. C'est-à-dire, ces 3 Sénégalais ont trouvé le moyen de dire que Macky Sall et son frère ont manipulé toutes les compagnies pétrolières et gazières qui interviennent dans l'exploration au Sénégal, toutes les bourses de valeur dans lesquelles ces compagnies sont cotées, tous les gouvernements des pays dont sont originaires ces compagnies pétrolières, toute la presse nationale et internationale, parce que je n'ai pas vu un seul journaliste qui ait fait une enquête pour aboutir à la conclusion que le pétrole du Sénégal est entre les mains de M. Aliou Sall. Toutes les ONG nationales et internationales qui travaillent sur la question du pétrole et des mines de façon générale. D'accord. Voilà 2 qui ont manipulé. Ensuite, à un moment, Aliou Sall, sous pression de son frère, a démissionné. Les bases de l'APR et de Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye ont proposé qu'Aliou Sall soit tête de liste départementale. On a dit oui, son frère veut qu'il aille à l'Assemblée nationale, être président de l'Assemblée nationale et le remplacer. Ce qui est complètement incongru, ce qui est complètement débile à mon avis. Mais son frère a mis pression, a fait encore pression sur lui pour qu'il ne se présente pas au législatif. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un responsable politique. Oui, mais il y a le décret, vous n'avez pas répondu à la question sur le décret. Non, mais justement, mais en ce moment, c'est que la réalité imposée à Macky Sall de réparer une injustice, à un moment, M. Aliou Sall, responsable de l'APR, maire de Guédiawaye, intellectuel, qui a une bonne formation, a un poste. Quitte à se dédire. Si vous appelez ça dédire. Monsieur Kassé, moi, je ne vais pas insister sur ça. Monsieur Kassé, vous êtes philosophe et je ne vais pas vous faire de leçons sur la morale. Mais est-ce que dans l'idée qu'on se fait de la République, de l'égalité des chances et de la démocratie, est-ce que nommer le frère du président de la République dans une grande institution comme la Caisse des dépôts et consignations, est-ce que quelque part on ne peut pas parler de népotisme et d'absence de morale? Moi, je ne parle pas de népotisme ni d'absence de morale. Vous savez, on peut discuter sur les concepts de morale, d'éthique, etc. Mais on n'est peut-être pas là pour ça. Mais un mot d'histoire. Je tiens à ce que je disais tantôt. Là, ça, c'est une question très difficile. C'est-à-dire entre le bloc moral, éthique d'une part, et la réalité d'autre part, il y a un problème. Il faut qu'on réfléchisse. Parce que sinon, on peut rester à la surface des choses, et en ce moment, ça devient extrêmement... La controverse s'aggrave surtout, je vais compléter peut-être sa question. La controverse s'aggrave parce qu'à l'époque où il a fallu imposer Karim Wade aux membres du Parti démocratique sénégalais, le président de l'Assemblée nationale de l'époque était parmi ceux qui disaient qu'il ne fallait pas que le fils du président rentre même dans les rangs du parti pour gravir les échelons. Et ce président de l'Assemblée nationale était un certain Macky Sall. Si on passe, il faisait partie de ceux qui ne voulaient pas de Karim Wade à l'époque dans les rangs du PDF. Et si on passe... D'accord, c'est pas grave. Mais si nous ne faisons pas, M. Kassé, c'était pas la question, si nous ne faisons pas de fixation sur Aliou Sall et qu'on sort de Aliou Sall avec la permission de Momar Seni Ndiaye, il y a quand même qu'autour de la famille présidentielle, il n'y a pas eu qu'Aliou Sall. S'il n'y avait pas eu Mansour Faye, s'il n'y avait pas eu les Abdourahmane Seck, Omer et autres, s'il n'y avait pas eu le cas de Yahambaye, s'il n'y avait pas eu toutes ces questions, toutes ces suspicions qui font qu'on ressente à chaque fois la main de la reine
pour reprendre l'expression de Vincent Hugeux, on ne parlerait pas de la famille de Macky Sall dans la gestion des affaires Répondez de l'État. pour qu'on passe Vous qui êtes son au conseiller, remaniement. On a déjà Voilà. assez consacré ce temps sur Aliou Sall. On va Mais passer. même restons dans la pratique. Est-ce qu'il manque au Sénégal des personnes compétentes pour gérer la caisse des nominations Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, Aliou Sall a la compétence. Il a la compétence quand Il a même. la compétence, on lui reconnaît la compétence. Il y a quelqu'un qui disait, ouais, bon, le petit journaliste. Non. D'abord, il va insulter en le disant, parce que moi, j'étais journaliste. Ensuite, Non, non, Aliou Sall, il a la compétence. Aliou Sall a fait une école de management, parce qu'il a fait l'ENA. Aliou Sall a de l'expérience dans le secteur privé. Donc, ramenons le débat à ça. Absolument. Je dis encore une fois de plus que notre conflit avec le président Wade, pour qui nous avons énormément de respect, notre conflit avec le président Wade, c'était moins qu'il ait promis son fils ministre ou chef de l'agence pour la dossier. Qu'il veuille le préparer. Parce qu'il voulait s'appuyer sur des leviers constitutionnels pour violer la Constitution et frayer illégalement le chemin du pouvoir à soi. Il n'avait pas toute sa famille dans les affaires Bon, maintenant, convenons-en. Il n'avait pas toute sa famille, plusieurs membres, frères et beaux-frères dans les affaires de l'État. Mais vous savez, bon là, bon, je vais rejoindre un tout petit peu l'exhortation chrétienne. En Dieu, il y a moins d'exception que personne. Et donc, je ne vais pas parler de personne. Et vous parlez à un chrétien. Je peux vous citer. Et ça, je peux donner des noms. Si vous dites que Wade n'avait pas mis des gens de sa famille dans le pouvoir, ça veut dire que vous n'êtes pas... Donc rien n'a changé alors. Ce n'est pas une histoire de changement. Comprenons-nous bien. Est-ce que vous avez vu dans le geste de Macky Sall la volonté de violer la Constitution pour frayer illégalement le chemin à un... Oui, on va évoluer sur ça. Moi, la question que je vais vous poser pour clore un peu ce chapitre, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de mettre dans nos dispositions légales et réglementaires quand même des doses de décisions, de pratiques pour mettre en place des systèmes de contre-pouvoir. C'est-à-dire dire par exemple que pour des directions aussi stratégiques que la Caisse, comme l'ARMP, la RTP, favoriser l'appel à la candidature. Faire en sorte que les candidats viennent présenter leur candidature, ils sont soumis à des questions à partir d'une commission, ensuite on donne les 3 premiers noms au président, qui choisit pour éviter effectivement qu'il y ait des problèmes, des suspicions de cette nature. À défaut de fixer le quota familial. Oui, je ne parle pas de quota familial, moi je ne pourrais pas parler de quota familial. Mais je dirais, est-ce qu'on ne doit pas mettre aujourd'hui vraiment des prédispositions, effectivement. Moi, franchement, en tant que citoyen, je peux parfaitement comprendre et même adhérer à ce principe. L'appel d'offres pour les grandes directions. Absolument. Peut-être que nous sommes dans un contexte de transition qui va forcément nous mener vers ça, d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les pays du monde, encore une fois de plus, les pouvoirs politiques, notamment le président de la République qui est dépositaire de la légitimité, a la prérogative constitutionnelle à tous les forces civiles et militaires. Est-ce qu'on va lui enlever ça? Bien sûr que non. Non, on va l'encadrer. Il s'agit d'encadrer ses pouvoirs et non pas de lui enlever. Voilà. On peut demander, n'est-ce pas, ce que le président, qui a effectivement la prérogative constitutionnelle, on ne peut pas dire ça, Absolument. de procéder, lui, d'accepter qu'on procède à un appel d'offres. Il y a peut-être 100 Sénégalais, 200 Sénégalais qui vont déposer leur offre, et puis lui, il va choisir qui il veut. C'est ça. Mais dans aucun pays au monde non plus, il n'est admis que si un citoyen n'est pas investi à la députation, qu'on répare un certain préjudice en le nommant à un important démembrement du ministère des Finances. Donc, dire que c'était une réparation, vous enfin, savez, pour vous, le conseiller du président, pour moi, la caisse de dépôt et de consignation n'est pas aussi importante que ça. Non, ce soleil, n'importe quelle autre entreprise, société ou service ont exactement la même dignité. Exactement la même dignité. C'est différent. En France, quand même, la Caisse, Moi, je ne suis pas dans c'est un bras armé les gens, de... Les gens, ils disent, oui, c'est 100 milliards, 200 milliards. Mais alors, vous croyez que Non. c'est de l'argent comme ça? Bon, le frère du président
président, ou Kotlov, ou Seb, ou El Hadj Kassé va me dire, bon, le matin, regarder des milliards, en partant de mon mais attendez, la caisse de dépôt et de congélation, c'est certainement l'entité, n'est-ce pas, de l'État qui est la plus hermétique et même dogmatique en matière de... Non, il y a un comité de surveillance qui quand même décide un peu. Mais en France, on l'appelle l'État dans l'État parce que c'est puissant. La deuxième question portera effectivement sur le nouveau gouvernement. On a beaucoup parlé de ce gouvernement. Est-ce un gouvernement politique? Est-ce un gouvernement le plus simple du monde qui doit aller en 2019? Comment vous devez le qualifier, si vous devez le qualifier? Bon, d'abord, c'est pas un gouvernement. Le gouvernement, c'est le bras organisationnel du président de la République chargé de mettre en œuvre la politique de la défense. Et ça également, c'est le chef de l'État définit la politique de la nation. Oui, mais ça c'est clair, ça. Personne ne le conteste. Le gouvernement, c'est ça. Okay. Donc le gouvernement, c'est pas... j'entends les gens dire, oui, c'est un gouvernement politique. Tout gouvernement est politique. Pour la bonne et simple raison que tout gouvernement est adossé à une vision, à un projet de société qu'il est chargé de mettre en œuvre, premièrement. Deuxièmement, le président de la République a de façon très précise indiqué que la mission principale de ce gouvernement est d'accentuer les acquis sociaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous pouvez remarquer que depuis, et sur ce plan, je pense que nous sommes plus à gauche que l'extrême gauche sénégalaise, dont je suis originaire, entre guillemets. Alors, vous avez bien pu remarquer que nous avons, depuis 2012, développé une batterie de mesures au plan social. Parce que pour nous, la finalité de la politique, c'est le vécu quotidien des gens. Alors, je vais pas... Mais qu'est-ce qui explique cette pléthore de ministres 39, 40 Non, il n'y a pas pléthore de ministres. Il y a 39 ministres qui ont exactement le produit. Plus des ministres d'État. En tout cas, au fil du temps, le nombre de ministres s'accroît chaque fois. Et... Je suis désolé. Il avait promis 25 au départ en 2012. Oui, mais ça c'est... Bon, je veux dire, on ne peut pas quand même discuter de ces détails-là. L'essentiel, c'est quoi? Le résultat. C'est que le gouvernement soit efficace. Et il a dit que ce nouveau gouvernement doit accentuer les acquis sociaux, notamment sur la question de l'emploi, la question de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pourquoi il va y avoir une bourse pour encourager l'entrepreneuriat, et ainsi de suite. C'est un fonds qui sera logé à la présidence et qui devra permettre aux jeunes et aux femmes de créer leur entreprise. Et les 500 000 emplois, oui. Les 500 emplois, attention, nous sommes un peu moins quand même de 300 000. Nous n'avons pas encore atteint ces objectifs de 300 000 emplois. Vous comptez les recrutements à la police et à la gendarmerie. Vous faites allusion au recrutement à la gendarmerie aussi? Les 500 000 emplois, ce n'est pas l'État qui crée des emplois. L'État n'a pas vocation. L'État aménage les conditions pour la création d'emplois. L'État s'appuie sur le volet ou le pilier 1 du plan sénégalais émergent, transformation structurelle de l'économie sénégalaise, pour que cette économie puisse respirer, Et générer des emplois. s'ouvrir, être flexible, être moderne pour générer des emplois. Monsieur Kassé, le président de la République a déclaré lors du dernier Conseil des ministres que l'exercice 2018 sera dédié à la jeunesse. 5 ans après avoir été porté à l'emploi, la femme et la jeunesse jeunesse. aussi, à la jeunesse. Et est-ce que c'est pas... Et le social aussi. Hein. Est-ce que c'est pas quelque part un aveu d'échec? Non, 5 ans après. Non, ce n'est pas un aveu d'échec. L'année dernière, on a dit que l'année est dédiée à la culture. Ce n'était pas parce que nous avions échoué. Paradoxalement, Macky Sall est un ingénieur, et ce qu'il a fait en matière de culture est autrement plus important que ce que nos prédécesseurs ont fait. Je peux vous citer des exemples. Nous avons fait aboutir le vieux projet de la SODAC, la Société des droits d'auteur et des droits voisins. Mais ça, c'est une vieille revendication des artistes. Absolument. Nous avons contribué à la mise en place d'une
mutuelle de santé pour les artistes. Nous avons mis en place un fonds dédié cinéma. Au ministère, non seulement du cinéma, de 1 milliard, nous avons augmenté à 600 millions le fonds dédié au à livre. l'édition. Nous avons mis en place un fonds pour les cultures urbaines. Il y a énormément d'initiatives qui ont été en réalité. Parce que nos prédécesseurs ont mis l'accent sur les infrastructures chargées d'accueillir des contenus culturels. Nous avons mis l'accent sur la capacitation, entre guillemets, des acteurs pour accéder à des ressources et justement être beaucoup plus puissants dans la production. Mais comme vous avez dit, le plus important, c'est le résultat qu'on attend toujours. Parce qu'en réalité, la critique qui est faite à ce régime d'un point de vue général économique, c'est non pas la croissance qui grimpe effectivement, comme sur le cas de la Côte d'Ivoire, comme dans la sous-région en général, mais c'est au niveau des facteurs productifs de cette croissance-là, les facteurs qui portent cette croissance-là. Visiblement, il y a une kyrielle de programmes sur le plan agricole, mais qui ne fonctionnent pas toujours. Et l'essentiel de la croissance est porté par les banques, la téléphonie, c'est ce que les économistes disent, et qu'à la fin, on a de gros chiffres, mais l'indice de pauvreté continue à exploser. Le constat qui est fait plutôt, pour rectifier, on peut débattre sur ça, le constat qui est fait, c'est que justement les moteurs de croissance sont en train de plus en plus de changer. Et pourquoi l'indice de pauvreté ne recule pas? Les gens sont de plus en plus pauvres. Non, je suis désolé. C'est dommage que je n'ai pas les chiffres. Non, si on revient dans le factuel, il y a 3 jours, le Forum économique mondial a établi une étude. Le Sénégal est classé 128e sur 130 pays. Le Sénégal ne dépasse que le Yémen, un pays en proie à une crise. Le Yémen et la Mauritanie. Oui, sur le capital humain. Parlons des ressources humaines. Vous croyez franchement que le Sénégal est derrière la Gambie, certains nombre de pays en matière de ressources humaines? Vous y croyez-vous? Mais c'est un classement objectif qui a été fait par lui. Non, mais je veux dire, vous savez, les classements, c'est comme par exemple le taux de croissance. On peut avoir de diverses manières, pour plusieurs portes d'entrée, Là, vous me rejoignez. On peut avoir 12% de taux de croissance et continuer à rester pauvre. Si la croissance n'est pas inclusive, bien entendu. Si la croissance n'est pas inclusive. Tout à fait. Mais là, au Sénégal, on ne peut pas dire que la croissance n'est pas inclusive. Ce sont des programmes, et pas seulement à l'état de projet, mais des programmes réels sur le terrain qui, justement, arrachent les populations à la pauvreté. Maintenant, ce classement, pour être honnête, j'ai entendu parler. Je n'ai pas dit pour être honnête. Je n'ai pas dit. Pas connaissant de ça. Il y a plusieurs indices de développement humain. Ça, c'est le capital humain. Mais ça m'étonnerait qu'on puisse classer le Sénégal derrière quand même un certain nombre de pays africains en matière de ressources humaines. En matière de ressources humaines. Toutes les institutions ont quand même salué la qualité des ressources humaines. Mais j'attends de voir pour mieux discuter. Oui, je veux dire en fait. Je n'aime pas discuter de choses. Je veux dire, si on parle de classement, lorsque le ministre de l'économie du Sénégal est désigné comme l'un des meilleurs ministres en Afrique, voilà, tout le monde applaudit au sein du gouvernement. Je n'ai pas dit que c'est faux. Non, je n'ai pas dit que c'est faux. Je dis, je peux pas. Il est honnête de dire qu'il n'a pas lu le classement. Pas lu ce classement. Effectivement. Donc je ne connais pas la méthodologie, je ne connais pas le cadre conceptuel, je ne connais pas les indicateurs qui ont permis les variables qui sont entrées en jeu en corrélation, qui ont permis d'établir. Mais je peux vous ramener. C'est très difficile que je. Mais je peux vous ramener à plus proche que nous, parce que le Forum économique mondial, ça peut être un peu plus loin. À l'occasion du 2e Forum de la recherche économique et sociale au Sénégal, je crois que c'était organisé par le CRES, le Consortium de la recherche économique et sociale, et le ministère de l'économie et des finances. Il avait été constaté effectivement qu'il y a une série de leviers de la croissance inclusive qui ne sont pas mis en marche et qui n'avaient pas de résultats jusqu'ici. Ce sont les chercheurs qui ont établi qu'il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'initiatives, beaucoup de microstructures, d'émanations de l'État ou de partenariats, mais qu'il n'y a pas de résultats, il n'y a pas d'impact sur le vécu
des populations. Bon, vous répondez à cette question et puis on passe à l'Assemblée nationale. Le président a poursuivi un certain nombre de programmes, comme le programme d'urgence de développement humanitaire, comme le programme d'utilisation du territoire frontalier, comme Promoville. Promoville, ça vient de démarrer, donc c'est très court d'évaluer l'impact également, mais ce sont des programmes qui ont démarré de façon effective. Alors, le PUDC a plusieurs volets. L'accès, par exemple, des populations à l'eau potable. Je vous donne juste des chiffres précis. Le Sénégal a 57 ans d'indépendance. Pendant 40 ans, il a été dirigé par les socialistes. Pendant 12 ans, par les libéraux. Et depuis 2012, donc depuis 5 ans, par nous-mêmes. Vous êtes quoi? Des libéraux, des sociaux-libéraux? Ça, c'est un débat. Nous-mêmes, ça ne figure pas dans la nomenclature idéologique. Hein. Nous-mêmes. Bon, ça a disparu depuis l'ère de la transhumance. On ne parle plus de... Je pense que, vous savez, l'APR, son originalité... Mais le président a dit qu'il était libéral. Hein. Oui, il peut être libéral. Oui. Moi, je ne suis pas libéral. Hein. Mais au sein de Benno Bokk Yakaar, il y a des communistes, des trotskistes, il y a des libéraux. C'est ça, c'est de ce dont Bon. je parlais. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde où plusieurs mondes peuvent coexister. Et La diversité, oui. Ensemble, la diversité. Alors, je parlais donc du PIDC. Nous avons, sur la question de l'eau potable, des performances extraordinaires. Parce que là, pendant 40 ans, on réalisait entre 30 et 40 forages par an. 1600, ainsi de suite forages. Ensuite, de 2000 à 2012, on était aux environs de 40 à 60 forages par an. Mais nous, avec les programmes cumulés, nous sommes à 140 forages par an. Et vous savez, la question de l'eau potable est une question cruciale à l'intérieur du pays. Parce que quand le président parcourait le pays, il a fait des milliers et des milliers de kilomètres à l'intérieur du Sénégal, plusieurs fois. Toutes les fiches qui étaient tenues ont été exploitées et faisaient voir de façon précise, ça c'est pas des chercheurs qui ont établi, mais c'est des enquêtes qualitatives qui ont permis de faire la hiérarchie des besoins exprimés véritablement par les populations. C'est pourquoi le président avait parlé d'un nouvel ordre de priorité. Il dit, ce que ça a révélé, c'est que d'abord, la préoccupation 1, c'était l'eau potable. Deuxièmement, c'était la question de la santé, la question de l'électrification, la question de pistes de production et la question, malheureusement, de l'éducation venait bien après, en 5e position. Mais les besoins réels, c'était ça. Et c'est pourquoi le PUDC a été articulé pour prendre en charge ce genre de besoins. Et c'est pourquoi, sur la question de l'eau potable, il y a des performances extraordinaires. Sur la question de l'électrification rurale, il y a des performances extraordinaires, etc. etc. Donc, oui. Si vous voulez, on peut discuter des méthodologies, on peut discuter des indicateurs, mais l'impact des programmes mis en œuvre depuis 2012 est certain. Je vais terminer un peu sur cette partie gouvernementale parce qu'il nous reste à peine 15 minutes. Je vais parler également de M. Ismaïla Madior Fall, le nouveau ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui nous a précédé un peu à ce fauteuil, et de M. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, sur qui, à tort ou raison, pèse un peu de suspicion, parce que simplement, on estime que M. Aly Ngouille Ndiaye est un APR pur sucre, donc peu enclin au consensus, vous me direz si c'est vrai ou pas, et qu'au fond, M. Ismaïla Madior Fall a théorisé un tout petit peu, a permis au président de ne pas réduire son mandat, et il pèse également sur lui des soupçons de vouloir cautionner un éventuel troisième mandat. Est-ce que ces suspicions sont légitimes? Est-ce qu'ils sont légitimes d'après vous? Moi, je ne travaille pas sur des suspicions. C'est des suspicions de l'opposition, hein, c'est clair. Oui. L'opposition est dans son rôle. Oui, absolument. L'opposition est dans son rôle. D'abord, que Madior Fall a été produit ministre garde des Sceaux parce que il veut, comment dirais-je, qu'il avait d'abord, c'est que le président ne respecte pas ses mais c'est incompris. De deux choses.
sur la question de la réduction du mandat du président, ou bien nous avons des mécanismes, des instruments impersonnels, n'est-ce pas, pour un certain nombre de décisions, ou alors c'est le président pouvait prendre lui-même un décret pour dire j'ai réduit mon mandat. Donc ça c'est un débat clos, et c'est un débat clos par le référendum. Et si nous sommes respectueux du peuple sénégalais, de la légitimité du peuple sénégalais, ce débat devrait être clos depuis très longtemps. Pour ma part, c'est un débat clos, premièrement. Deuxièmement, sur Aly Ngouille Ndiaye. Non, sur le troisième, bon, parce qu'on est toujours dans les théories des approches complotistes. Oui, bon, est-ce que c'est pas le troisième mandat? On est dans des conjectures et consorts. Donc vous confirmez qu'il n'y aura pas un troisième mandat? Vous le confirmez? Mais c'est du top. C'est du top pour la bonne et simple raison que le référendum, le référendum a légitimé une disposition plutôt de la Constitution, la Constitution révisée, n'est-ce pas, de mars 2016. Absolument. Mais qui a verrouillé toutes les questions liées au mandat présidentiel, à la durée et au nombre de mandats présidentiels. C'est clair. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas organiser un référendum sur ces dispositions-là. C'est des dispositions d'éternité. C'est pas possible. Donc c'est clair, il n'y aura pas un troisième mandat du président, c'est clair. Mais non, Il se bat juste pour... je vous dis que le président Macky Sall est respectueux de la Constitution, surtout celle qu'il a défendue lors du référendum. Est-ce que sur Aly Ngouille Ndiaye, les suspicions sont légitimes? Bon, sur Aly Ngouille Ndiaye d'abord, nous avons connu des élections législatives. Certains ont été battus. Et au lieu de féliciter le vainqueur, ils ont versé dans l'intoxication. C'est des élections chaotiques. Est-ce que quelqu'un peut me citer 5 communes, parmi plus de 500 communes au Sénégal, où il y a eu des problèmes pendant ces élections? Je peux bien. Mais ça, c'est un débat. Il y en a eu quand même. Et, il y a eu des problèmes. Il y a eu des communes où il y a eu des problèmes, oui. Non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit qu'il y a des problèmes. Tu sais, notre différence avec les autres, c'est que nous reconnaissons qu'il y a des problèmes. Mais vous ne pouvez pas me citer 5 communes où il y a des problèmes. Mais il y a quand même 700 000 Sénégalais qui n'ont pas pu. Où est-ce qu'ils ont... C'est des chiffres qui ont été donnés par le ministère de l'Intérieur, que leurs cartes n'ont pas été éditées et qu'en réalité, ils n'ont pas eu... Ils ont eu des difficultés pour trouver leurs cartes. Mais justement, nous l'avons reconnu. Voilà. Donc ça fait partie des difficultés. Mais juste les difficultés. Mais quand on a constaté ces difficultés de retrait, qu'est-ce que le président de la République a fait? Il a pris une décision en rapport avec le Conseil constitutionnel qui permettent à ces 700 000 qui n'ont pas pu retirer leurs cartes, à d'autres dont les cartes ont été produites mais qui n'ont pas pu les retirer, de voter avec le récépissé plus une carte d'identification nationale. C'est quoi la carte biométrique? C'est ça qui a fait qu'on a eu 3 millions d'inscrits quand même, et d'électeurs, hein, ce qui est un record par rapport à toutes les élections qu'on a eues. Donc c'est totalement faux. Quand les gars ils disent que oui, c'est des élections chaotiques, c'est absolument faux. Parce que, d'autant plus que le point le plus critique de ces élections, c'était Touba. Et Touba, c'est la CENI. Oui, mais ça, c'est des retards. Et pourquoi il a changé de ministre alors? Ça a été. Pourquoi il a changé son ministre de l'Intérieur? Pourquoi il l'a changé? Comment? Si les élections ne sont pas aussi chaotiques que vous le décrivez, pourquoi il l'a changé? Bon, tu ne vas pas me demander d'être à la place de Macky Sall. Il a changé. Alors, pour clore cette affaire-là, je disais que le point le plus critique, c'était Touba. Oui. Le point le plus critique, c'était Touba. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Touba? Ce qui s'est passé, c'est que la veille, bon, certainement, eux, ils pensent que c'est la puissance magico-fétichiste de Macky Sall qui a provoqué les pluies diluviennes et les abris provisoires. Ils ont détruit les abris provisoires, parce qu'avec eux, maintenant, nous, on est prêts à tout. Alors, mais le gouverneur a pris la mesure, un arrêté, pour dire que le scrutin peut se dérouler jusqu'à minuit. En tout cas, en faisant partie Abdoulaye Diallo. Dans l'après-midi,
qui est allé saccager les urnes. C'est nous. Objectivement, vous êtes des journalistes. Non, c'est certainement voilà, pas. donc, il faut savoir raison garder. Le système électoral sénégalais est tel que personne, je dis bien personne, ne peut frauder des élections. Pour l'avant-dernière question. Oui. Le président de la République a justement appelé au dialogue. L'opposition a répondu, mais a posé 6 conditions. Parmi lesquelles... parmi lesquelles procéder à l'audit du fichier électoral, remplacer la Sénat du moins, et avoir un nouveau conseil constitutionnel. Mais aussi changer le magistrat à la tête de la Cour suprême. Vous répondez quoi? Non, moi, il ne m'appartient pas de répondre. Il m'appartient de prendre acte. Vous êtes juste le conseiller. Comment? Donc vous êtes juste le conseiller. Oui. Est-ce que le président vous écoute au moins? Mon avis, c'est que le président a appelé au dialogue. Ça, c'est des points de discussion. De l'autre côté, il faut qu'ils prennent leurs dispositions pour construire leur argumentaire, venir à la table du dialogue, poser. Ça ne peut pas être préalable. Ça ne peut pas être préalable. C'est peut-être des points qu'on peut inscrire à l'ordre du jour, mais ça ne saurait être des préalables. Ça n'a pas de sens. Sinon, il n'y a pas de dialogue. Non, si vous dites que ça n'a pas de sens, c'est que l'opposition n'a rien pour venir au dialogue. Non, je n'ai pas dit que l'opposition n'a rien. L'opposition a un certain nombre de critères. Il faut venir à la table de discussion. Et sinon, si vous dites les points qu'on doit inscrire à l'ordre du jour doivent être traités avant qu'on s'accorde sur l'ordre du jour, il y a un problème. Moi, je pense que, je le disais tantôt, je répète encore que nous sommes dans un même monde. Il y a plusieurs sous-mondes dans ce monde. Et tous ces sous-mondes doivent savoir... Mais en remerciant Abdoulaye Daouda Diallo, on voit bien que le président a fait un pas vers ce dialogue-là. Ça, c'est votre interprétation. Moi, en tant que conseiller du président, je constate que je ne commande pas ces décisions. Je peux même pas. Mais j'avais une question. C'est la dernière question parce que... Non, j'avais une question. Je voulais savoir s'il a l'impression qu'il a écouté, lui, le conseiller du président. Certainement. Oui. Sinon, il ne serait pas là depuis tout ce temps. Allez, M. Sen. Monsieur Kassé, ma dernière question, elle concerne le délit concernant l'offense au chef de l'État. Est-ce que vous pensez que dans une démocratie majeure, on peut condamner des personnes pour avoir critiqué ou en tout cas... On n'a jamais... Lisons tous les jours. Non, la France que nous suivons a fait disparaître l'infraction. Nous ne suivons pas la France. Ah, d'accord. Nous ne sommes pas à la remorque de la France. Il faut que ça soit clair. Ça également, c'est une nouvelle construction. On croit pouvoir faire des complexes aux gens. C'est dommage. Mais malheureusement, il y a ce que j'appelle la stratégie d'intoxication qui est de plus en plus utilisée par les milieux pour... Ça fait partie de la politique. Mais pourquoi ne laisse-t-on pas le président se plaindre? Qu'on laisse que le président se plaigne s'il se sent... Le temps est imparti. Donc, on n'a jamais quand même condamné quelqu'un parce qu'il a critiqué. Et rapidement sur le franc CFA, la position du président de la Non, République. on n'a pas le temps de développer. Je pense qu'il faut qu'on s'accorde là-dessus. Personne n'a jamais été condamné pour délit d'opinion dans ce pays. Personne. Mais maintenant, Non, monsieur il y Kassé. a... Bon, écoutez, je pense que... Il y a quand même, si nous voulons un équilibre de notre société et entre guillemets la sacralité de nos institutions, qui sont des régulateurs, nous devons nous accorder sur un certain nombre de règles du jeu. Vous cautionnez les injures publiques. Non, mais je dis aussi Non, que mais, le citoyen est sacré. Non, mais on va essayer de nous... Bon, je pense que le temps que nous avons imparti est malheureusement fini. C'est que... Est-ce qu'on a condamné quelqu'un? Ce que M. Sen a voulu dire, c'est que dans les grandes démocraties, l'article concernant l'offense des chefs de l'État a été supprimé. Mais non, c'est des démocraties qui sont arrivées à un niveau peut-être de maturité qui leur permet. Moi, j'ai une toute dernière question à vous poser, M. Kassé. Je rappelle que vous êtes écrivain. Vous avez déjà écrit 2 livres. Quel est le prochain livre que vous allez faire? Vous en avez écrit 1? Plusieurs. Alors, mais quel est le prochain livre? Je dis au moins 2 livres. Hein. Je dis au moins 2. Bon, écoutez, sur ce plan, ça devient tout à fait personnel.
personnel. Oui, et le prochain livre portera sur quoi? Il y a un livre que j'ai produit, qui n'est pas encore publié, c'est à chaque fois reporté, qui est intitulé « Faire face à l'intoxication ». Oui. Et c'est sur la post-vérité. C'est le dernier thème que vous avez développé tout à l'heure. Dans la démocratie sénégalaise. Oui. Et là, bon, j'ai discuté avec un certain nombre de nos camarades pour justement qu'on en fasse un ouvrage collectif. Pendant qu'on y est, félicitations celles pour votre ouvrage politisé, que j'ai lu, que je suis en train de relire. Ça, c'est un livre qui essaie de déconstruire justement la stratégie d'intoxication de certains. C'est pas Macky Sall qui va signer la préface. Comment? C'est Macky Sall qui va signer la préface. Mais bon, ça, tu verras. Peut-être que c'est toi, on va te proposer. Voilà, merci. Donc, la 21e... Sinon, aussi, j'ai un recueil de poésie qui est publié, mais que les circonstances n'ont pas permis de diffuser, qui va être diffusé bientôt. Quand? Exactement. Après la campagne électorale, peut-être. Non, pas après la campagne. La campagne est finie, de toute façon. Peut-être dans un mois, en partenariat avec l'Association des écrivains du Sénégal, au Chuma. Très bien. Donc, voilà, Sans détour est terminé cette 21e édition. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine, la 22e édition. Merci. Merci.